Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et place ce matin à l'audition de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes qui s'exprime ce matin devant la commission des finances du Sénat, présidée par la sénatrice socialiste Michèle André et dont le rapporteur est le républicain Albéric de Montgolfier. Alors ce matin, Didier Migaud s'exprime sur l'exécution des comptes de l'État pour l'année 2016 et sur la certification des comptes de ce même exercice. Alors depuis une dizaine d'années maintenant, la France fait certifier ses comptes par la Cour des comptes, c'est-à-dire un organe indépendant. C'est une garantie de sincérité des comptes, de transparence face aux parlementaires, face aux citoyens ou encore aux investisseurs. C'est d'ailleurs une pratique rare puisque la France est l'un des rares pays au monde à le faire et c'est le seul pays de la zone euro. Alors, depuis 10 ans, la Cour des comptes a toujours certifié les comptes de la France, mais elle a également toujours émis des réserves. Elles étaient nombreuses la première année, au nombre de 13, et puis elles ont baissé avec le temps, seulement 5 l'année dernière. L'an dernier, la Cour des comptes avait notamment estimé que les systèmes d'information financière de l'État restaient insuffisamment adaptés aux vérifications d'audit. Elle avait estimé qu'il y avait également des réserves sur le ministère de la Défense ou sur le contrôle interne. Alors que va-t-il en être pour cette année? Eh bien tout de suite, place à cette audition de Didier Migaud. Mes chers collègues, Monsieur le Président, le premier président de la Cour des comptes. Monsieur le Président, vous le savez, le Sénat est une assemblée permanente et l'interruption de nos travaux en séance publique pendant la période électorale ne doit pas nous conduire à renoncer à notre rendez-vous annuel de présentation à la fin du mois de mai du rapport de la Cour des comptes sur l'exécution budgétaire et de la certification des comptes de l'année précédente. Et vous voyez que nous sommes nombreux ce matin autour de cette table pour vous auditionner. La particularité des années électorales est que la présentation de ces deux documents, théoriquement annexés au projet de loi de règlement, intervient alors même que le projet de loi de règlement n'est pas encore déposé. On peut imaginer qu'il sera, comme en 2012, délibéré en Conseil des ministres après les élections législatives. Le report du dépôt du projet de loi de règlement nous privera cependant d'un troisième document que vous nous présentez chaque année à cette date, l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur le respect de la trajectoire de solde structurel, dont j'imagine qu'il nous parviendra en même temps que le projet de loi de règlement. Chers collègues, je vous rappelle que cette réunion est ouverte à la presse et retransmise sur le site internet du Sénat. Monsieur le Premier Président, je vous donne donc la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Comme chaque année, je suis très heureux d'être auditionné par votre commission au moment de la publication des travaux que la LOLF demande à la Cour de produire pour le Parlement en amont de la discussion du projet de loi de règlement. Et ces travaux portent respectivement sur les comptes et le budget de l'État en 2016. Alors ces travaux ont vocation à vous servir d'appui dans l'analyse des comptes et du budget de l'État, et je forme bien sûr le vœu que les rapports que nous présentons, les analyses qui les sous-tendent, vous soient le plus utiles possible. Le rapport annuel de la Cour sur la situation et les perspectives des finances publiques, toutes appuis confondus, sera publié tout début juillet. Il vous apportera des informations complémentaires actualisées sur le champ constitué par l'ensemble des administrations publiques, État, sécurité sociale, mais aussi collectivités territoriales. Il inclura un exercice d'audit permettant d'avoir une vue complète sur la situation actuelle et prochaine des comptes publics en réponse à la demande formulée par le Premier ministre dans une lettre datée du 22 mai dernier. Pour vous présenter ces rapports, je suis entouré de Raoul Brier, président de Chambre, qui préside la formation interchambre, chargé de leur préparation, d'Henri Paul, président de Chambre, rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, et par un certain nombre de magistrats qui sont également présents et qui ont préparé ce rapport. J'aborderai successivement et de façon aussi concise que possible le contenu de ces deux documents qui synthétisent chacun un travail très riche avant que je ne puisse répondre avec les magistrats qui m'entourent aux questions que vous souhaiterez me poser. Alors je commencerai par l'acte de certification.
11e exercice de ce type, conduit par la Cour en application des dispositions de la LOLF. Les comptes de 2016 ont été arrêtés par le ministre de l'Économie et des Finances avant qu'il ne quitte ses fonctions. Ils seront intégrés dans le projet de loi de règlement qui vous sera soumis, vous l'avez précisé, Madame la Présidente, par le nouveau gouvernement. Dans l'acte qui est porté à votre connaissance aujourd'hui, la Cour vous donne son opinion motivée sur la régularité, la sincérité, la fidélité de l'image que procurent les documents produits par l'État sur sa situation comptable et financière au regard de sa comptabilité générale et non, je le précise, de sa comptabilité budgétaire. Je rappelle pour commencer les 3 chiffres clés du bilan de l'État au 31 décembre 2016. D'une part, le passif total s'élève à environ 2200 milliards, en hausse de près de 100 milliards par rapport à fin 2015. D'autre part, le total des actifs atteint presque 1000 milliards, à un niveau stable par rapport à fin 2015. Ainsi, la situation nette de l'État est négative, d'environ 1200 milliards d'euros. Enfin, les engagements hors bilan de l'État atteignent pour la première fois 4000 milliards d'euros, soit une progression de 700 milliards d'euros par rapport à fin 2015, due à la réévaluation des engagements de retraite. S'agissant du résultat de 2016, il est déficitaire et s'établit à moins 76 milliards contre moins 83 milliards d'euros pour l'exercice précédent, au cours duquel la participation de l'État dans la SNCF avait été lourdement dépréciée. À titre d'ordre de grandeur, on peut relever que la perte constatée représente désormais l'équivalent de 25% de produits fiscaux de l'exercice contre à peine 10% il y a 10 ans. Au titre de l'exercice 2016, la Cour certifie que les comptes de l'État donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa situation comptable et financière. Elle a sorti cependant cette certification de 4 réserves substantielles. L'amélioration de la fiabilité des comptes de l'État permet ainsi, pour la première fois depuis 4 ans, de diminuer le nombre de réserves en le ramenant de 5 à 4. Toutefois, je veux insister sur le fait que cette diminution, qui tire les conséquences logiques de plusieurs années d'amélioration, ne se traduit pas par la disparition pure et simple de l'une des 5 réserves formulées sur les comptes du précédent exercice. Nous avons retenu en effet une nouvelle présentation de nos constats d'audit qui permet aux lecteurs de l'acte, au premier rang desquels votre commission, de mieux distinguer d'une part les questions d'auditabilité des états financiers, c'est-à-dire essentiellement la performance du système d'information financière, l'efficacité du contrôle interne, qui font l'objet de la réserve numéro 1, tout a été regroupé, et d'autre part les anomalies proprement dites qui sont relevées dans les comptes et qui sont décrites dans les réserves 2, 3 et 4. Quelques mots très rapidement sur chacune des 4 réserves. Nous constatons d'abord que les fonctionnalités offertes par l'application Chorus, grâce à laquelle sont établis et suivis les comptes de l'État, ne sont pas assez utilisées pour fiabiliser les enregistrements et que des pratiques inappropriées antérieures à sa mise en place sont encore trop souvent possibles et font obstacle à l'audit des comptes. Les modalités de son raccordement avec les applications qui lui transmettent des écritures comptables, qui sont toujours au format de l'ancien plan de compte, obligent à des traitements intermédiaires nombreux, complexes, et ils sont source d'un risque significatif d'erreur. En outre, nous relevons que la capacité des ministères à organiser leur contrôle interne et à le piloter est encore insuffisante. Le recensement des risques s'appuie rarement sur une carte des processus de gestion formalisés et lorsque c'est le cas, celle-ci est en général circonscrite aux seules opérations des comptables. Les outils de compte-rendu sont trop limités pour mesurer l'efficacité des contrôles. Par ailleurs, l'audit interne est inégalement structuré et mis en œuvre. Les 3 réserves suivantes concernent d'une part les stocks militaires et les immobilisations corporelles de l'État, d'autre part ces immobilisations financières et enfin les charges et les produits régaliens. Alors pour ce qui est des stocks militaires et des immobilisations corporelles, la Cour continue de relever des incertitudes significatives sur un certain nombre de points. Le caractère incomplet ou la mauvaise retranscription dans les comptes de l'État des inventaires physiques de stock et le fait que le mode d'évaluation de ces mêmes actifs ne soit pas toujours justifié.
Deuxièmement, le défaut de comptabilisation de certaines infrastructures civiles, ce sont les barrages d'irrigation, les digues, les canaux, les travaux sur les autoroutes concédées. En troisième lieu, le mode d'évaluation du parc pénitentiaire de l'État qui se fonde sur des informations insuffisamment pertinentes et fiables. Quatrièmement, les nombreuses difficultés pratiques qui entravent la détermination de la valeur vénale du parc immobilier. Enfin, la sous-évaluation notable des obligations de dépollution de l'État à la clôture de l'exercice. Il s'agissait de la deuxième réserve. La troisième réserve porte sur les immobilisations financières de l'État, car la Cour ne peut toujours pas se prononcer sur la fiabilité de l'évaluation d'un grand nombre de participations financières. Enfin, des insuffisances significatives continuent d'affecter le contrôle, l'enregistrement en comptabilité des données relatives aux charges de personnel, aux charges d'intervention et aux produits régaliens. C'est la réserve numéro 4, en particulier l'évaluation des créances fiscales et le traitement comptable de certaines opérations et de certains risques à caractère fiscal ne donne pas, en l'état actuel des choses, une image fidèle des droits et obligations de l'État. Un schéma retraçant l'évolution des réserves dans le temps vous a été communiqué dans la synthèse, j'espère que vous l'avez, oui, je vois, c'est le recto verso que vous avez. Il met en évidence le fait que depuis 2006, qui est le premier exercice soumis à certification, l'administration a consenti des efforts qui ont permis la levée progressive de réserves substantielles. Et l'exercice 2016 en donne une illustration claire. 33 parties de réserves font l'objet d'une levée dans l'acte. Et toutes les réserves de 2015 sont concernées par ces levées, y compris celles dites systémiques qui concernaient le système d'information et le contrôle interne. La situation s'améliore donc, c'est incontestable. L'administration continue de consentir des efforts importants en matière comptable. Alors ces efforts sont utiles parce qu'ils accroissent la fiabilité des comptes sous le regard attentif du certificateur que nous sommes et parce qu'ils agissent comme un levier décisif de modernisation des administrations. Néanmoins, vous l'avez compris, les sujets de vigilance restent nombreux, significatifs. Certains sont structurants, comme ceux qui concernent le système d'information financière et le contrôle interne. Les conclusions d'un rapport que nous avons publié en février 2016, dans lequel nous avons dressé un premier bilan de la tenue par l'État d'une comptabilité générale, 10 ans après son entrée en vigueur, sont éclairantes à cet égard. Elles avaient été d'ailleurs présentées dans le cadre d'un colloque que nous avions organisé, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, conjointement, Sénat, Cour des comptes, le 15 juin dernier. Par ces travaux, notre institution a pu mesurer les apports de la comptabilité générale, notamment dans la connaissance de sa situation financière et la modernisation de ce service. Elle a mis en évidence les progrès importants réalisés grâce au dialogue soutenu entre certificateurs et certifiés, mais elle a aussi relevé une utilisation trop limitée de la comptabilité générale par l'administration, en particulier par les gestionnaires, par des parlementaires eux-mêmes, qui ont souhaité la réforme et qui utilisent peut-être encore insuffisamment toutes ces données. Et la Cour regrette d'autant plus cet état de fait qu'une plus large utilisation de la comptabilité générale permettrait d'identifier des leviers d'amélioration de la gestion publique. Les familiers de ces sujets parlent de chaînage vertueux. Un chaînage vertueux, c'est par exemple quand l'administration utilise les données issues de la comptabilité patrimoniale jointes à la loi de règlement pour éclairer le processus de fixation des dotations inscrites dans le budget des années suivantes. Ainsi, pour les administrations, faire en sorte d'assurer un inventaire précis de leurs implantations immobilières, faire figurer chaque année leurs valeurs dans les comptes est un moyen très sûr pour suivre l'état réel du parc immobilier, estimer les moyens nécessaires à son entretien et, ce faisant, pour conduire une politique immobilière performante. Et dans son rapport, la Cour appelait à ce que l'effort soit aussi davantage porté sur l'amélioration des conditions d'établissement des comptes, avec le souci constant de proportionner les travaux à l'objectif de fournir une information comptable fiable et répondant aux besoins de ses destinataires. Il importe que l'administration concentre désormais ses efforts sur 3 priorités, parmi celles que la Cour avait identifiées dans son bilan: poursuivre la simplification de la tenue des comptes de l'État, notamment en tirant davantage parti des possibilités d'automatisation et de dématérialisation qu'offre le logiciel Chorus, identifier les évolutions propres à remédier aux principales insuffisances relevées par la Cour afin d'améliorer la fiabilité des comptes de l'État et réduire les difficultés que la Cour rencontre encore pour les auditer.
J'en viens au rapport sur le budget de l'État en 2016. Alors, ce travail apporte un éclairage sur les finances de l'État en analysant l'exécution budgétaire de l'année passée. Alors, il vous est livré avec 62 analyses, 57 concernent la gestion des missions budgétaires. Et alors, ce sont des documents qui vous ont été adressés. Ça représente plus de 2000 pages, en dehors, bien sûr, de ce travail de synthèse, et qui sont importants pour vous, parce que ça vous donne, bien sûr, un certain nombre d'éléments sur chacune des missions budgétaires. 2 analyses de l'exécution des recettes fiscales, non fiscales, une analyse des dépenses fiscales, 2 analyses enfin des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne. Et ces nombreux exercices illustrent les analyses globales sur l'exécution budgétaire 2016 que je présenterai dans un instant, et je vous invite bien sûr à prendre connaissance de leur contenu. Le rapport lui-même comprend une analyse de l'exécution 2016, un chapitre thématique consacré cette année aux relations budgétaires entre l'État et ses opérateurs. Et je vais dire quelques mots donc sur ces 2 volets. Or, dans notre rapport, nous dressons 6 constats sur l'exécution budgétaire en 2016. Premièrement, la réduction du déficit du budget de l'État observée en 2016 est peu significative. Deuxièmement, des facteurs exceptionnels ont permis aux recettes de rester proches des prévisions malgré un rendement décevant de l'impôt sur les sociétés. Troisièmement, les dépenses de l'État ont été contenues grâce à une économie sur la charge de la dette et à des accommodements critiquables. Quatrièmement, la gestion 2016 s'éloigne toujours plus des objectifs et des principes de la LOLF. Cinquièmement, au terme de l'exercice, les incertitudes sur la trajectoire budgétaire pluriannuelle sont renforcées. Enfin, la situation financière de l'État s'est encore détériorée. Quelques mots sur chacune de ces observations. La Cour constate en premier lieu que la réduction du déficit du budget de l'État observée en 2016 est peu significative. Le déficit budgétaire représente 69,1 milliards d'euros. Il est inférieur de 3,2 milliards d'euros aux prévisions de déficit de la loi de finances initiale. Alors, cette différence résulte, pour l'essentiel, de la situation plus favorable que prévue des comptes spéciaux, dont l'excédent est supérieur de 3 milliards d'euros à ce qui avait été anticipé. Mais cette situation s'explique par l'annulation, à hauteur de 2 milliards d'euros, de la contribution au désendettement du compte d'affectation spéciale participation financière de l'État. Or, cette annulation permet d'afficher un déficit budgétaire inférieur aux prévisions initiales, mais elle est totalement sans effet sur la dette de l'État. Par rapport à 2015, le déficit enregistre une légère réduction à hauteur de 1,5 milliard. Néanmoins, lorsque l'on compare les agrégats en neutralisant les effets de périmètre qui portent sur les dépenses exceptionnelles des années 2013 et 2014 et sur les programmes d'investissement d'avenir, il apparaît que le déficit 2016 reste supérieur à celui de 2013. Sur la même période, le déficit de l'État en comptabilité nationale augmente également, alors même que celui de l'ensemble des administrations publiques se réduit. Il est vrai que sur la période, le budget de l'État a supporté le financement du crédit d'impôt, compétitivité emploi, CICE, et du pacte de responsabilité et de solidarité pour un montant significatif qui atteint 24,5 milliards d'euros en 2016. Enfin, le solde primaire de l'État, c'est-à-dire hors charge de la dette, ne permet pas de stabiliser sa dette en part du PIB. Ce déficit primaire représente 1,2% du PIB, alors qu'un excédent primaire de 0,7% du PIB aurait été nécessaire. J'attire votre attention, ça fait 2 points de PIB, pratiquement 2 points de PIB, ce qui représente quelque chose d'important. En deuxième lieu, la Cour observe que des facteurs exceptionnels ont permis aux recettes d'être proches des prévisions malgré un rendement de l'impôt sur les sociétés décevant. Les recettes fiscales nettes s'élèvent à 284,1 milliards d'euros. Elles sont ainsi inférieures de 3,8 milliards d'euros au montant prévu en loi de finances initiale. Les moins-values fiscales sont concentrées sur l'impôt sur les sociétés en baisse de 2,9 milliards par rapport aux prévisions en raison d'une croissance du bénéfice fiscal
moins forte qu'attendue et d'un moindre rendement du contrôle fiscal. Néanmoins, l'agrégat des recettes nettes après prélèvement ne présente pas, lui, un écart aussi important avec les prévisions de la loi de finances initiale, qui ne s'élève qu'à 1,1 milliard d'euros. Cela est dû d'une part à l'encaissement de recettes exceptionnelles non reconductibles, notamment 2 années de redevance d'usage de fréquences hertziennes pour 1,3 milliard d'euros et un prélèvement particulièrement élevé sur la COFAS, 2,4 milliards d'euros. D'autre part, à une réduction des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne. Cette réduction s'explique par le retard pris par l'Union européenne dans la mise en œuvre du cadre financier pluriannuel 2014-2020 et par de moindres dépenses au titre du fonds de compensation de la TVA pour les collectivités territoriales, compte tenu que les investissements ont été moins importants. En l'état, rien ne permet, bien sûr, d'anticiper la reconduction d'éléments aussi favorables en 2017. Troisième constat de la Cour, en 2016, les dépenses de l'État ont été contenues grâce à une économie sur la charge de la dette et au prix d'accommodement critiquable. Hors recapitalisation de l'Agence française de développement, les dépenses nettes du budget général atteignent 308,3 milliards d'euros en 2016. Elles sont inférieures de 1,4 milliard d'euros aux évaluations initiales grâce à une économie de 3 milliards d'euros sur la charge de la dette. Hors charge de la dette, pensions et missions en relation avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire sur le périmètre du budget triennal, les dépenses nettes du budget général en 2016 s'établissent à 223,5 milliards d'euros. Ceci représente une augmentation de 1% à périmètre constant par rapport à 2015. Alors, si cette progression peut paraître relativement modérée, elle porte pourtant les dépenses à un niveau supérieur de 5,2 milliards d'euros à la cible de la programmation pluriannuelle. L'objectif de 5 milliards d'euros d'économies prévu par le gouvernement pour l'État en 2016 n'a pas non plus été atteint. En outre, cette augmentation de 1% des dépenses telle qu'elle est mesurée par la comptabilité budgétaire sous-estime leur évolution réelle. Elle ne tient pas compte de l'augmentation des reports de charges qui progressent de 900 millions d'euros sur le budget général à périmètre constant. Par ailleurs, des contournements de la charte de budgétisation sont intervenus, par exemple sur la forme d'une substitution de taxes affectées à des dépenses budgétaires ou d'une surévaluation des mesures de périmètre. Ces accommodements conduisent également à minorer l'évolution des dépenses à périmètre constant de 1,9 milliard d'euros sur le budget général. Si l'on prend en compte à la fois l'augmentation des reports de charges et les contournements de la charge de budgétisation, la progression des dépenses sur le périmètre du budget triennal s'établit à environ 1,8%, soit près de 2 fois plus que ce que fait apparaître la comptabilité budgétaire de l'État en 2016. J'en viens au quatrième constat. La gestion 2016 s'éloigne toujours plus des objectifs et des principes de la LOLF. La loi organique relative aux lois de finances de 2001 poursuivait 3 objectifs principaux, au-delà de l'objectif aussi de renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement: mieux définir les politiques publiques, responsabiliser les gestionnaires, les décideurs et améliorer la mesure des résultats de la gestion publique. L'exercice 2016 continue, selon nous, à creuser l'écart entre les pratiques et ces objectifs. Tout d'abord, la lisibilité des politiques publiques a été brouillée par le développement de financements extra-budgétaires, notamment dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Je crois que votre commission des finances en est tout à fait consciente. Les modifications introduites dans la gestion du 3e volet inscrit en loi de finances initiale 2017 sont positives, mais restent incomplètes et la Cour recommande d'achever sa mise en conformité avec le droit commun budgétaire. Ensuite, des sous-budgétisations importantes, représentant 3 milliards d'euros en 2016, et des décisions de dépenses nouvelles intervenues dès le début de la gestion ont conduit à une exécution particulièrement heurtée. Plusieurs mécanismes ont en effet été mobilisés de façon importante: mise en réserve de crédits élevés, renforcés en cours d'année par des surgels, y compris des reports, utilisation très étendue de la procédure des décrets d'avance, définition de cibles de fin de gestion distinctes des crédits ouverts. Et la note d'exécution
budgétaire de la mission Défense analyse ces pratiques dans le détail sur l'un des plus gros budgets de l'État. Ces mécanismes privent en partie l'autorisation parlementaire de sa signification et déresponsabilisent les gestionnaires en induisant un pilotage infra-annuel très rapproché de la dépense par la direction du budget et la mise en œuvre en cours de gestion de mesures non différenciées de réduction des autres crédits. C'est ainsi l'ensemble du cadre de gestion de la LOLF, fondé sur le principe d'auto-assurance des gestionnaires, qui se trouve remis en cause. Enfin, les indicateurs de performance présentent une information riche, mais sous-utilisée, à la fois par les ministres, également par le Parlement, dans le contrôle de l'action des responsables des programmes. J'en viens à notre cinquième observation. Il s'agit aussi d'une transition vers les constats que vraisemblablement je serai amené à partager avec vous le mois prochain dans l'audit des finances publiques. À l'issue de l'exercice 2016, les incertitudes sur la trajectoire budgétaire pluriannuelle sont renforcées. À court terme, tout d'abord, l'accélération de la croissance des dépenses fiscales et les reports de charges créent un risque sur l'exécution 2017. En effet, le coût du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui s'est quasiment stabilisé en 2016, reprendra sa progression en 2017. S'agissant des dépenses, et comme je l'ai déjà indiqué, les reports de charges sont en augmentation fin 2016, comme l'illustrent notamment les analyses portant spécifiquement sur les missions, vous pourrez le constater, agriculture, alimentation, affaires rurales, travail et emploi, auxquels je vous invite à vous référer. À moyen terme, les effets différés des décisions prises fin 2015 et en 2016 dans différents domaines accélèrent fortement l'évolution tendancielle de certaines dépenses. Ainsi, la croissance des dépenses de personnel a atteint 1,6% hors pension en 2016. Elle est supérieure à l'augmentation cumulée des 5 années précédentes. Elle a notamment rendu nécessaire des ouvertures de crédits importantes sur la mission enseignement scolaire qui sont détaillées dans la note d'exécution qui vous est transmise. Alors cette hausse sera difficile à ralentir compte tenu de la montée en charge de l'accord sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations signées fin 2015. Par ailleurs, l'augmentation des dépenses des missions travail et emploi et défense et sécurité constatée en 2016 s'inscrit dans le cadre d'engagements pluriannuels, se poursuivra en 2017 et au cours des années suivantes. Et sur ce point aussi, vous trouverez dans les notes d'exécution des analyses approfondies. Enfin, l'ensemble des analyses précédentes oblige à constater que la situation financière de l'État s'est encore détériorée en 2016. C'est ma dernière observation. La dette financière négociable de l'État s'établit à 1 621 milliards d'euros fin 2016, en hausse de 45 milliards d'euros. Comme en 2015, c'est le niveau élevé de l'utilisation des primes à l'émission qui permet à l'augmentation de la dette financière d'être inférieure au déficit. Il s'agit là d'un répit strictement temporaire, c'est une pratique utilisée dans d'autres pays, il faut le dire, le constater, mais c'est un répit strictement temporaire puisque l'encaissement immédiat de primes à l'émission a comme contrepartie le paiement de coupons plus élevés dans les années à venir. Par ailleurs, la baisse de 700 millions de la charge de la dette que l'on constate malgré l'augmentation de cette dernière en 2016 s'explique bien sûr par la faiblesse des taux et de l'inflation. Force est de constater que depuis 2011, la charge de la dette de l'État a diminué de 10%, alors que son encours a augmenté de 23%. Il s'agit bien évidemment d'un élément qui a facilité l'exécution budgétaire au cours des dernières années, mais qui se transforme en risque dès lors que l'on considère l'avenir. En effet, si la remontée des taux amorcée fin 2016 se poursuivait et ne s'accompagnait pas d'une accélération de la croissance, c'est dans un environnement beaucoup moins favorable que l'État devrait poursuivre l'effort indispensable de redressement de ses comptes au cours des prochaines années. Pour conclure, je dirais que l'exercice 2016 apparaît comme une occasion manquée, le contexte propice que constituait la baisse de la charge de la dette, la forte réduction des prélèvements sur recettes n'a guère été mise à profit pour progresser dans le rétablissement des finances de l'État. À l'inverse, l'année 2016 se caractérise par l'émergence de facteurs d'accélération durable
de la dépense qui sont susceptibles de compromettre à court et moyen terme le retour à l'équilibre des comptes. Alors, je voudrais achever mon propos en évoquant rapidement le chapitre portant sur la question structurante pour l'évolution des dépenses publiques que constitue l'encadrement budgétaire et financier pluriannuel des opérateurs de l'État, sur laquelle nous avons voulu mettre un coup de projecteur. Les constats de la Cour dans ce domaine sont d'une nature un peu différente, car ils ne portent pas seulement sur l'exécution 2016, mais résultent d'un travail rétrospectif plus large. Les concours de l'État aux opérateurs ont représenté 50,7 milliards d'euros en 2016. Entre 2012 et la LFI 2017, ils ont augmenté de 9,9% à périmètre constant, alors que les dépenses de l'État, hors charge de la dette, n'ont progressé de 1,7%. Vous voyez la différence entre l'augmentation des dépenses de l'État et l'augmentation des dépenses des opérateurs. Compte tenu de l'importance des dépenses de l'État consacrées aux opérateurs, de leur dynamisme, les lois de programmation des finances publiques successives ont mis en place depuis 2011 des dispositifs d'encadrement budgétaire, financier des opérateurs. Nos analyses révèlent que l'endettement a été maîtrisé, mais que l'encadrement des effectifs par les plafonds d'emploi s'est révélé peu opérant et que de nombreuses taxes affectées restent à rebudgétiser. La définition d'un objectif global d'évolution des concours de l'État aux opérateurs inclus dans la norme de dépenses pourrait redonner une cohérence au dispositif existant d'encadrement des opérateurs dans la prochaine programmation des finances publiques qui devrait intervenir notamment à l'automne. Cet objectif global pourrait être décliné au niveau des principaux opérateurs par un contrat d'objectifs, de moyens, coordonné avec le budget triennal de l'État. Par ailleurs, la masse salariale des opérateurs nécessite un pilotage spécifique qui pourrait s'appuyer sur une extension du nombre d'opérateurs suivis notamment par la commission interministérielle d'audit des salaires du secteur public. Ces recommandations, si elles sont suivies, permettraient aux opérateurs de prendre toute leur place dans l'effort de redressement des comptes publics dans le cadre de la prochaine loi de programmation pluriannuelle. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je vous remercie de votre attention et je suis prêt, bien sûr, à répondre avec les magistrats qui m'entourent à vos questions. Merci, Monsieur le Premier Président. Oui, les questions seront nombreuses. Le rapporteur général va tout de suite s'exprimer et les collègues admettront qu'il y ait une réponse qui lui sera apportée en premier lieu avant de prendre une liste d'inscrits, là, ceux qui veulent bien le manifester. Moi, j'ai une toute petite question, Monsieur le Premier Président. À la suite des attentats qui avaient frappé notre pays en 2015, des crédits avaient été inscrits dans la loi de finances pour 2016. Nous en avions ici eu l'initiative en premier lieu puisque nous étions dans la seconde partie de l'étude de la loi de finances et donc au bénéfice de plusieurs missions qui visaient à financer les 2 plans de lutte antiterrorisme. Vous y aviez fait vous-même allusion, je crois, lors de la séance de rentrée où j'avais eu le plaisir d'être présente. Est-ce que vous avez dressé un bilan de l'emploi de ces crédits? Voilà, c'est une question pour débuter et le rapporteur général va prendre la parole maintenant. D'abord, pour remercier Monsieur le Premier Président, les magistrats de la Cour des comptes qui l'accompagnent pour ce rapport sur le budget de l'État en 2016, avec un certain nombre d'analyses qui sont convergentes avec celles que j'ai pu prononcer, notamment sur le PLF, notamment le fait qu'il y avait certes des économies, mais qui étaient essentiellement des économies de constatation. C'est ce que dit le titre. L'augmentation des dépenses de l'État a été contenue grâce à des économies sur la charge de la dette et au prix aussi, notre commission l'a dénoncé, d'accommodements critiquables. Donc, je vais pas revenir sur cette analyse. J'ai juste une question concernant la certification des comptes de l'État. Notamment, la Cour dit qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la fiabilité de l'évaluation d'un grand nombre de participations financières, faute de disposer d'éléments suffisants. Alors, le Président de la République a annoncé, lorsqu'il était ministre des Finances, Emmanuel Macron est venu ici dans cette commission nous parler de participation de l'État. Est-ce que, voilà, que faut-il faire pour remédier à cette situation? Est-ce que c'est pas inquiétant à un moment où l'État va peut-être être amené à redéfinir son rôle d'État actionnaire et au moment où il y a beaucoup d'incertitudes? On pense évidemment au secteur de l'énergie. Donc concrètement, est-ce que ça invite l'Agence des participations de l'État à renforcer ses capacités? Pourquoi ces réserves ou ces difficultés à
obtenir des informations sur l'État actionnaire, sujet donc, qui risque d'être nous occuper en termes d'actualité dans les prochaines semaines. Sur le budget, l'exécution cette fois-ci du budget de l'État en 2016, je cite également le rapport qui dit que l'exercice 2016 apparaît comme une occasion manquée et vous soulignez l'émergence de facteurs d'accélération durable de la dépense qui sont susceptibles de compromettre à court et moyen terme le retour à l'équilibre des comptes. Alors, est-ce que vous avez un chiffrage ou des précisions, Monsieur le Premier Président, sur ce que vous qualifiez de facteurs d'accélération durable de la dépense? De même, il y a une question sur un risque qui est le risque de report de charges. On note que les reports, les restes à payer, bien, y compris les fonds de concours sur le budget général, atteignent 100 milliards d'euros fin 2016. Donc, est-ce qu'on a des explications sur concrètement ce risque de report de charges sur l'exécution 2017? Et puis une question qui nous a occupés, puisqu'il y a des développements de la Cour là-dessus, sur les décrets d'avance. Les décrets d'avance, vous savez que la Commission des finances, c'était un peu une première, je ne sais pas s'il y a eu des précédents, en tous les cas, a donné un avis défavorable aux décrets d'avance. Nous considérions que ces décrets d'avance n'étaient que la traduction de sous-budgétisation initiale, prévisible, donc le facteur d'imprévisibilité n'était pas du tout avéré, et la Cour confirme ces sous-budgétisations à hauteur de 3 milliards d'euros. Donc voilà, et ça veut dire concrètement, nous sommes évidemment, la Cour le souligne, assez réticents sur ces décrets d'avance qui privent concrètement l'autorisation parlementaire d'une partie de sa signification, et ça déresponsabilise également les gestionnaires. Est-ce que vous considérez qu'il faudrait changer la LOLF, revenir du moins leur état d'origine de la LOLF, ou est-ce qu'il faudrait fixer une limite plus importante à ces pratiques de mise en réserve, de gel, de surgel, qui encore une fois traduisent parfois des subudgétisations importantes, réduisent la capacité d'intervention du Parlement et en tous les cas on s'éloigne très largement de l'état d'esprit initial qui était l'imprévisibilité de la dépense lorsqu'on est sur les aides au logement, l'hébergement d'urgence, un certain nombre de choses. On n'est pas dans la prévisibilité, c'est récurrent, c'est dénoncé à chaque année par la Cour ou par la Commission des finances. Et y a-t-il lieu de changer la règle pour revenir à l'état initial de la LOLF, à l'état d'esprit du moins de la LOLF? Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Premier Président. Oui, je peux commencer à répondre et puis le Président Brié pourra peut-être compléter mes premières réponses. Sur votre question, Madame la Présidente, je pense que vous trouverez des réponses bien sûr dans plusieurs notes d'exécution budgétaire, notamment sécurité et justice, et puis défense, puisque vous avez une analyse complète de l'exécution sur l'année 2016. Elles font le point notamment sur la réalisation des créations d'emplois. Elles font apparaître que, s'agissant de la police notamment, les emplois ont bien été créés. Donc voilà, vous avez des éléments de réponse dans ces notes d'exécution budgétaire. Sur les questions formulées par Monsieur le rapporteur général, et notamment sur les observations que nous faisons sur la fiabilité sur les participations financières de l'État, qui font notamment l'objet de la réserve 3. Le principal défaut que nous relevons, c'est le caractère très incomplet de l'information comptable. Et il en résulte, du coup, que nous ne sommes pas en mesure, effectivement, de nous prononcer sur l'évaluation d'une part significative du patrimoine financier de l'État. Alors, il y a à cela plusieurs raisons. D'abord, le caractère hétérogène des données qui sont fournies par les entités contrôlées par l'État, qui ne relèvent pas toutes, par exemple, du même référentiel comptable. Bon, c'est donc une difficulté. Ensuite, nous n'avons pas d'assurance sur la fiabilité des comptes de 433 entités, soit parce que les rapports de leurs commissaires aux comptes n'ont pas pu nous être communiqués, comme ils devraient l'être, soit parce qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de faire certifier leurs comptes. C'est le cas pour un certain nombre d'entre eux. Enfin, parce que nous avons constaté des anomalies dans les comptes de ces entités. Alors,
l'une des solutions serait bien sûr d'étendre le périmètre de l'obligation pour ces entités de faire certifier leurs comptes, au moins pour les plus importantes d'entre elles. En tout cas, il y a des marges de progrès qui sont incontestables sur ce sujet et ça ne nous paraît pas insurmontable. Bien évidemment, sur cette réserve pourrait être levée à partir du moment où nous avons ces éléments-là. Plus le nombre de réserves diminue, plus effectivement on est sur les points durs, qui restent encore à traiter, et nous en convenons tout à fait. Vous avez posé plusieurs questions sur à la fois l'exécution 2016 et puis sur les leçons que l'on peut tirer par rapport à l'avenir. Je ne vous répondrai pas sur ce dernier point à partir du moment où c'est l'audit que nous sommes en train de réaliser qui nous apportera les réponses, en tout cas nous l'espérons, sur les conséquences sur 2017 et sur 2018 et 2019, sur la programmation pluriannuelle. Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas se contenter seulement d'une photographie sur l'exercice 2017. D'ailleurs, le Premier ministre, dans son courrier, a souhaité avoir également notre vision sur les années 2018-2019. Voilà, et nous nous employons bien sûr à lui apporter des réponses là-dessus. On a bien identifié les dépenses de personnel sur l'exercice 2016, qui sont effectivement en augmentation plus importante que ces dernières années, puisque sur 2016, c'est une augmentation qui correspond à celle des 5 années précédentes. Normalement, nous avions d'ailleurs eu l'occasion de le dire dans des rapports précédents de la Cour, il y a une augmentation plus importante qui est prévue sur l'exercice 2017. En ce qui concerne les dépenses de personnel, nous avions attiré votre attention là-dessus. Sur la question de la façon de gérer et d'une pratique qui s'éloigne, je dirais, des objectifs de la LOLF. Nous aurons l'occasion aussi d'y revenir dans le cadre du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques et de l'audit que nous vous remettrons début juillet, Nous estimons effectivement qu'il n'est pas normal de présenter une loi de finances initiale avec un tel montant de sous-budgétisation. Alors même que ces sous-budgétisations, je dirais, sont chroniques, récurrentes. Elles correspondent, on le sait, à des dépenses qui sont supérieures aux inscriptions. Du coup, à partir du moment où vous sous-budgétisez, vous êtes obligé de pratiquer les gels, surgels, reports et autres. Donc, c'est un problème général. Nous dirons un certain nombre de choses là-dessus. Et effectivement, ça contrevient au principe de transparence et de sincérité voulu par la LOLF. On peut bien évidemment le mesurer. Alors, vous savez que la LOLF encadre ce qui est virement de crédit sur un exercice, ce qui est aussi report possible d'une année sur l'autre. En revanche, la LOLF reste silencieuse sur le niveau de la réserve. Alors, cela dit, vous en avez connaissance et d'une certaine façon, à travers la loi de finances initiale, vous votez également le montant de la réserve. Le problème, c'est que la réserve, normalement, elle est faite pour faire face à des aléas, et pas pour faire face à des sous-budgétisations. Donc voilà, vous avez... mais nous aurons, je pense, l'occasion de revenir, bien sûr, sur ces sujets. Alors, rien ne s'opposerait, je pense, à ce que le Parlement fixe une limite en cadre
programmation. D'une certaine façon, notamment dans les lois de programmation, ces réserves qui sont, que vous retrouvez ensuite en loi de finances initiale. Peut-être que sur les restes à payer, les reports de charges, le président Brié pourrait apporter sur ces fameux 100 milliards. Donc il faut être prudent là-dessus d'ailleurs. Merci Monsieur le Premier Président. Pour prolonger ce qui vient d'être dit sur la réserve, dans les lois de programmation, la loi de programmation actuelle prévoit un montant minimal de la réserve, c'est-à-dire il y a un plancher, ça ne peut pas être inférieur. Ça participe du souci de sécuriser la gestion face aux aléas. En revanche, il n'y a pas de plafond à cette réserve. Rien n'interdirait dans l'absolu, comme vient de le dire le Président, que le montant de la réserve soit encadré par des niveaux minima et des niveaux maxima, parce qu'effectivement, la pratique actuelle conduit en quelque sorte à ce que les gestionnaires n'aient comme visibilité que le niveau des crédits, non pas qui ont été votés par le Parlement, mais ceux qui auront été notifiés au gré des reports et des surgels successifs par la direction du budget. Sur la question des restes à payer et des charges à payer, donc il faut bien distinguer les deux notions et les deux sujets. Les charges à payer sont, comme leur nom l'indique, une mesure des reports de charges d'un exercice sur l'autre. Ils ont progressé à périmètre constant de près d'1 milliard sur le budget général. Et ils portent en particulier sur les missions agriculture et recherche. Cette progression, donc, ça correspond à des charges qu'il va falloir inévitablement payer au cours de l'exercice suivant. Donc, cette progression complique l'exécution du budget à venir et réduit les marges de manœuvre. Les restes à payer, c'est une donnée autre, c'est une mesure en quelque sorte des coûts partis, des autorisations d'engagement qui n'ont pas encore donné lieu à ouverture corrélative de crédits de paiement. Donc ce sont des montants qui rigidifient l'exécution de l'ensemble des budgets à venir au cours de la période et non pas des reports de charges d'un exercice sur l'autre. Donc ça représentait 100 milliards, un peu plus de 100 milliards à la fin 2016. C'est une augmentation qui est effectivement significative. Ça concerne principalement le ministère de la Défense et les missions Travail et Emploi, cette augmentation de 10 milliards. Donc on voit bien qu'avec ces montants croissants, c'est à moyen terme et non pas sur l'année à venir simplement une forme de rigidification et de complexification de l'équation budgétaire qui est en place. Donc les charges à payer, c'est vraiment l'exercice à venir. Les restes à payer qui augmentent, c'est le moyen terme, c'est les 5 à 7 ans qui restent à couvrir. Merci beaucoup. Mes chers collègues, vous êtes une dizaine inscrits, donc je vous propose, si vous le voulez bien, de procéder en 2 étapes. On va prendre une série de questions pour 5 collègues, et ensuite le Premier Président, ses collaborateurs répondront. Donc je vais donner la parole en premier à Marc Laménie, il sera suivi de Maurice Vincent. Oui, merci Madame la Présidente, et merci beaucoup Monsieur le Premier Président pour tout ce travail, je dirais, qui représente vraiment un état des lieux, un constat et puis aussi des recommandations. Moi j'aurais simplement une ou deux questions concernant la notion de réserve substantielle. Il y a autre réserve d'un côté et réserve substantielle. Est-ce qu'il y a un seuil pour, je dirais, l'évoquer, recenser, pour expliquer un petit peu ce qu'est une réserve substantielle? Et puis mon autre remarque, parce que c'est vrai que y a-t-il un manque à gagner? Parce que dans le fond, vous raisonnez sur le budget de l'État et malgré un travail sérieux qu'on reconnaît de la Direction générale des finances publiques et tous les relais sur nos départements respectifs, il y a quand même un travail de qualité qui est fait quand même avec du personnel aussi de qualité. Alors comment peut-on comprendre aussi qu'il y ait des anomalies
Et peut-on parler aussi de manque à gagner? Est-ce qu'il peut être quantifié? Je vous remercie. Merci Marc Laménie. Maurice Vincent va s'exprimer. Il sera suivi de Fabienne Keller. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, moi je trouve que, comme tout le monde, je pense que c'est un rapport effectivement très intéressant et très rigoureux, pour lequel j'exprimerai tout de même un certain nombre de nuances. Voilà. Je suis d'accord avec les conclusions et la présentation générale que vous faites des difficultés qui nous attendent pour construire les budgets à venir. Les questions de report, les questions en particulier de l'accord sur la fonction publique pluriannuelle, sont des éléments objectifs qu'on ne peut pas contester pour imaginer un budget 2018 contraint, mais nous y sommes habitués finalement. Ce ne sera, en tout cas, c'est un ensemble de remarques sur lesquelles je vous rejoins. Sur les 6 constats que fait la Cour, on peut les partager dans leur rigueur financière et, je dirais, arithmétique, mais je trouve tout de même que il souffre d'un manque de mise en perspective par rapport aux résultats obtenus sur les dernières années, car malgré les critiques que vous faites, nous ne pouvons que conclure, me semble-t-il, que la réduction progressive des déficits budgétaires sur les dernières années, c'est à minima confirmée, je ne vais pas dire améliorée, puisque vous contestez qu'elle soit améliorée, mais à minima confirmée. Et je veux dire que c'est tout de même à souligner. Si nous sommes proches des 3% du PIB, pas encore effectivement atteint, c'est bien parce qu'il y a eu une politique continue qui a été conduite, y compris sur 2016, malgré les critiques que vous faites. Donc je pense que ça mérite au moins d'être rappelé. En tout cas, je crois que c'est aussi le rôle des parlementaires. Et je dirais que sur le plan de la décision politique, il me semble qu'il faut aussi nuancer vos conclusions. Vous soulignez la part importante des décrets d'avance, etc., etc. Mais qu'aurait-on dit si le gouvernement n'avait pas fait face aux dépenses supplémentaires indispensables dans le domaine agricole, dans le domaine militaire, à la suite des attentats, de la sécurité? Alors, on peut peut-être être plus critique sur les questions d'emploi, mais c'est aussi une urgence. Non, je crois que, y compris par rapport à une trajectoire pluriannuelle des finances publiques, il est normal que le politique tienne compte de l'évolution du contexte dans lequel nous sommes. Et sur un plan général, je terminerai là-dessus pour ces points de désaccord, et j'ajouterai un point particulier de désaccord ensuite. Moi, je pense que dans un contexte où la Banque centrale européenne délivre comme on le sait, de façon extrêmement importante, les liquidités pour relancer la croissance. Une autre politique économique qui eût consisté à réduire le déficit budgétaire plus rapidement, comme on peut le deviner dans vos recommandations, je ne dis pas qu'elles le sont, mais enfin je soupçonne un petit peu, eût été contre-productive, à mon sens, sur le plan macroéconomique. Donc je pense qu'on ne peut progresser que de façon extrêmement marginale d'une année sur l'autre. Par contre, il faut maintenir, même si cette progression est marginale, progression dans la baisse des déficits, bien sûr, et dans la baisse du niveau de la dette, je pense que ce ne peut être que progressif. Je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, après l'intervention du rapport de monsieur le rapporteur général. Un point de détail sur lequel je suis en désaccord avec vous, sur la question de l'appréciation des comptes. Et qui fait référence aussi d'ailleurs à la notion de décision politique. Vous dites que des facteurs exceptionnels ont bénéficié aux résultats sur 2016, et il y en a plusieurs, et parmi eux, vous prenez l'exemple des 2 milliards qui n'ont pas été du compte d'affectation spéciale, des participations financières d'État, qui n'ont pas été affectés au désendettement. Alors que traditionnellement, il y a 2 milliards de coutume qui sont affectés au désendettement. Ils ne l'ont pas été cette année, et d'un point de vue comptable, vous dites, voilà, ça fait 2 milliards de plus qui viennent bénéficier au budget de l'État. Mais du point de vue de la gestion des deniers publics, moi je pense que c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure. Il ne faut pas affecter au désendettement 2 milliards alors que le coût de la dette est très faible aujourd'hui, et que ces 2 milliards réaffectés dans le budget, notamment dans les participations financières de l'État, permettent d'obtenir des dividendes de 3%. Donc je pense que, je ne dis pas qu'il faut le faire toutes les années, mais dans ce contexte-là, je pense que c'est une bonne gestion.
Merci à Maurice Vincent. Fabienne Keller, elle sera suivie de Michel Bouvard. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, Monsieur Briet, merci comme chaque année pour ce rapport toujours extrêmement précis, documenté et structuré. Deux réflexions. D'abord, s'il me le permet, avec mon collègue Yvon Collin, on va se réjouir d'une dépense 2016 qui est la recapitalisation de l'Agence française de développement. Nous avons en charge ce rapport de l'aide Nord-Sud. Il était important pour pouvoir continuer à financer des projets Nord-Sud d'opérer cette opération financière. Et deuxième remarque, vis-à-vis de mon collègue Maurice Vincent, on n'a pas tout à fait entendu les mêmes choses, parce que moi, si je relis le texte sur les dépenses, retraité de ces éléments, donc des accommodements critiquables, il est écrit la dynamique des dépenses dans le périmètre du budget triennal est près de 2 fois plus rapide. Voilà. Donc ce sont des faits. Maintenant, des questions à vous, Monsieur le Premier Président et Monsieur Briet. La première, il y a une baisse très significative des rentrées d'impôts sur les sociétés. Vous avez cité 3,8 milliards. Est-ce une baisse de l'activité économique? Est-ce un contournement de l'impôt sur les sociétés par une optimisation fiscale à l'échelle européenne? Est-ce encore un effet du suramortissement peut-être amplifié par le fait que le dispositif était sur la fin? Première question. Petite inquiétude sur cette question de baisse de l'impôt sur les sociétés sur l'économie. Deuxième question, sur les perspectives toujours de l'investissement, mais cette fois pour les collectivités locales, si la baisse des dépenses du fonds de remboursement TVA est une bonne nouvelle pour l'équilibre budgétaire, elle est une très mauvaise nouvelle pour l'économie, parce que ça veut dire qu'il y a eu historiquement moins d'investissement pour les collectivités. Est-ce que vous avez là-dessus aussi l'un ou l'autre élément de tendance? Troisième question. Nous aviez présenté très clairement la technique de renouvellement de la dette par émission d'emprunt à prime d'émission. Est-ce que vous avez les éléments sur l'équivalent baisse de dette lié à la mise en œuvre de cette technique qui avait, je crois, même donné lieu à des remboursements anticipés pour encore amplifier cette économie faciale? Je vous remercie. Merci à Fabienne Keller. Michel Bouvard, il sera suivi d'Alain Houpert. Merci Madame la Présidente. En m'associant aux remerciements qui sont adressés, bien évidemment, sur la qualité du rapport. Alors moi, j'ai 3 questions d'importance variable, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, la première question, finalement, elle a trait au sujet qui est évoqué à la fin de la présentation du rapport que vous nous avez fait, qui concerne les opérateurs. Le sujet des opérateurs est un sujet que l'on traîne depuis finalement le moment où la loi organique a été votée, puisqu'on s'est aperçu assez rapidement qu'ils étaient un moyen de contourner la norme de dépenses, mais qu'ils brouillaient aussi la lisibilité de l'encadrement budgétaire par le Parlement. Ça avait commencé avec les dépenses de personnel. Derrière, il y a le sujet des taxes affectées. Il y a aujourd'hui l'analyse qui nous est présentée qui montre effectivement une croissance des dotations de l'État ou des transferts de l'État aux opérateurs qui est très importante. Ma question, elle est très simple. Est-ce que sur ce point, est-ce que vous pensez que l'on peut traiter le sujet par une voie législative ordinaire, ou est-ce que le moment n'est pas venu de traiter dans la loi organique le sujet des opérateurs? J'ajoute à cela que nous avons fait, que nous découvrons toujours des choses nouvelles. Les rapports de la Cour l'an dernier, dans un référé, ont permis d'identifier que la masse des douanes qui gère tout le parc de logement de la douane, qui est quelque chose de considérable, n'est même pas identifié comme un opérateur, qu'on a une espèce d'objet administratif non identifié. Et dès lors qu'il y en a un, la question qui vient immédiatement à l'esprit, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans cette zone grise? Voilà, ça c'est la question, je dirais, de fond que je voulais partager avec mes collègues, puisque cet après-midi, on présentera un rapport sur l'immobilier de l'État qui concerne une partie de cet aspect. Alors après, j'ai 2 questions plus précises. L'une qui concerne la certification justement sur le parc immobilier, puisqu'il est précisé que la valeur est en net.
Donc, ce qui fait d'ailleurs qu'on a quelques écarts avec le rapport qu'on va présenter cet après-midi avec Thierry Carcenac. Et la question est de savoir est-ce que c'est lié, est-ce que la différence entre le brut et le net intègre le sujet des PPP, les loyers des PPP. Voilà, comment vous arrivez à un net sur l'actif immobilier de l'État? C'est la question. Puis la dernière question concerne les primes d'émission. Alors, Monsieur le Premier Président, vous avez rappelé que la pratique des primes d'émission encaissées était générale dans l'Union européenne, qu'il n'y avait rien là d'illégal. Ceci étant, on sait qu'on est dans une phase où il y a un renouvellement du stock de dette important, puisqu'il y a notamment la maturité qui arrive d'une partie de la dette contractée au moment de la crise. Est-ce que nous avons un accroissement important ou pas de l'encaissement des primes d'émission? Et si oui, y a-t-il, au regard, s'il y a un phénomène d'accélération, y a-t-il quelques prudences à avoir, ou est-ce qu'on peut continuer à traiter les choses de la même manière que cela s'est passé depuis 2 ans? Merci Michel Bouvard. Alain Houpert et ensuite, Monsieur le Premier Président, je vous donnerai la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Je m'associe aux félicitations. C'est plus une proposition qu'une question que je vais vous proposer. J'ai pris connaissance de la note d'analyse de l'exécution budgétaire de la mission agriculture pour 2016. La Cour des comptes y relève, je cite, une programmation des crédits avec des économies en trompe-l'œil, des hypothèses de budgétisation contestables, un schéma de fin de gestion chaotique, une diminution artificielle de la dépense, et je m'arrête là. Mais je veux souligner 2 problématiques majeures, l'une mentionnée par la Cour des comptes, l'autre inspirée par l'état de notre agriculture. Sur le premier point, la Cour des comptes estime que la programmation budgétaire de l'agriculture, du budget agriculture, apparaît à la fois peu sincère et peu soutenable. C'est également ce que, hélas, je suis obligé depuis quelques années de constater ici même lors de l'examen des différents projets de loi de finances. Mais le Conseil constitutionnel paraît assez insensible à cette appréciation. De là à évoquer un conflit de jurisprudence entre la Cour et le Conseil, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Néanmoins, même si je peux comprendre que l'insincérité de la mission agriculture ne puisse à elle seule fonder une éventuelle décision d'insincérité de la loi de finances de la part du Conseil constitutionnel, je suggère, Monsieur le Président, que celui-ci pourrait prononcer des décisions d'insincérité partielle touchant telle ou telle composante de la loi de finances. La mission agriculture serait un excellent candidat à cette évaluation jurisprudentielle. Et deuxième observation, compte tenu de l'état économique et social des exploitations agricoles, il est urgent que le budget agricole se montre à la hauteur des enjeux et à cet égard, nous comptons beaucoup sur l'enquête que nous avons prié la Cour des comptes de réaliser sur la chaîne de paiement des subventions agricoles. Merci, Monsieur le Président. Merci Alain Houpert. Monsieur le Premier Président, je vous donne la parole. Merci Madame la Présidente. Je vais commencer à répondre à quelques questions, puis le Président Brié pourra compléter. Si je commence d'ailleurs par cette dernière observation. Vous savez que le juge de la sincérité, c'est le Conseil constitutionnel. La Cour des comptes peut observer des éléments d'insincérité, mais c'est le juge constitutionnel qui en décide, et sa jurisprudence, c'est de prendre en compte l'insincérité qu'à partir du moment où les grandes lignes de la loi de finances initiale sont faussées. Donc peut-être que sa jurisprudence évoluera à travers notamment ce que vous dites, à savoir le pointage de certains éléments d'insincérité. Bon, je trouve qu'à partir du moment où ces éléments se multiplient et ont tendance à s'aggraver, ça finit par poser un problème quand même. Bon, donc ça fausse peut-être pas les grands équilibres, mais quand ça porte sur plusieurs milliards d'euros, ça soulève quand même un problème. Bon.
Donc voilà, mais bon, voilà, nous faisons notre travail en comparant les choses, bon, en apportant un certain nombre d'éléments objectifs, bon, mais ensuite c'est au Conseil constitutionnel effectivement d'en apprécier la portée exacte. Chacun doit faire le travail qui est le sien. Sur d'autres questions qui ont été posées, réserve substantielle ou pas, c'est un débat bon, que la Cour des comptes a eu dès le début de la certification des comptes, où nous faisions la distinction entre des réserves substantielles et d'autres réserves qui l'étaient moins. Aujourd'hui, nous n'avons plus que des réserves substantielles, d'ailleurs, c'est-à-dire que nous les considérons comme suffisamment lourdes, effectivement, pour qu'elles continuent à avoir cet adjectif de substantiel. Bon. Donc, et on le voit bien, d'ailleurs, qu'il y a parfois un certain nombre de levées de réserves partielles qui peuvent nous permettre éventuellement de ne pas reprendre cet objectif de substantiel. Bon, voilà. Mais ça veut dire que nous considérons que ces réserves sont encore fortes. Bon. Alors sur les... Mais peut-être que le président Brié pourra compléter sans trop en dire sur le délibéré de la formation interchambre sur le sujet. Mais en tout cas, c'est un sujet dont nous débattons enfin, qui a fait l'objet, en tout cas, de débats à un moment donné. Sur les anomalies, oui, nous en constatons. Bon, est-ce que ça veut dire que la direction du budget, la DGFiP ne sont pas conscients que ce qui est présenté ne constitue pas des anomalies? Ça, bon, c'est autre chose. Mais après, il y a des arbitrages. Bon, dans une démocratie, ce sont les responsables politiques qui ont le dernier mot, et c'est bien ainsi d'ailleurs. Bon, donc voilà, ce sont les ministres qui décident et font les arbitrages. Bon, voilà. Alors, c'est important qu'il puisse y avoir des institutions totalement indépendantes des pouvoirs, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, qui puissent justement signaler un certain nombre d'anomalies pour que le législateur puisse délibérer en toute connaissance de cause. Et ensuite, c'est vous qui décidez, c'est vous qui votez les lois de finances. Après, par rapport à ce que dit monsieur Vincent, Maurice Vincent, moi je ne vais pas sur le terrain politique. J'en reste à des considérations objectives. Ensuite, la mise en perspective, comme vous dites, c'est de votre responsabilité, monsieur le sénateur. Donc, voilà, vous pouvez avoir des interprétations différentes à partir d'une réalité objective que nous présentons. Alors, là, je rappelle, nous présentons les résultats du budget de l'État, et pas toutes APU confondues. Bon, si nous regardons les résultats de l'État, le solde de l'État est plutôt stable sur moyenne période. Vous avez d'ailleurs un tableau, page 33, qui montre que oui, il n'y a pas d'amélioration sensible, alors même qu'au niveau du solde global des APU, il peut y avoir effectivement une amélioration. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, quand on présentera le rapport sur la situation et perspective des finances publiques et l'audit. Hein. Donc, où effectivement, il y a une amélioration du solde au niveau des APU, même si cette amélioration est faible par rapport à d'autres améliorations qui peuvent intervenir dans d'autres pays. C'est un choix politique que
que la Cour n'a pas à apprécier, qui est d'un redressement lent. Bon. Le problème, c'est qu'il faut que ce redressement lent des comptes publics s'inscrive également dans les engagements que prend par ailleurs l'État vis-à-vis de ses partenaires européens. Bon, parce que là aussi, ça engage bien évidemment le pays, et quand c'est en contradiction, il n'est pas illégitime que la Cour le fasse observer. Bon. Donc voilà, c'est ce que nous disons. Nous reconnaissons d'ailleurs, parce que c'est un élément objectif, que l'État a supporté la montée en charge du CICE et du pacte de responsabilité, et compense pour la sécurité sociale. Et que ça représente donc des sommes bien évidemment importantes. Donc voilà, ce sont des éléments tout à fait objectifs. Nous ne contestons pas du tout le principe des décrets d'avance. Bon, s'il y a des aléas qui interviennent, des choix politiques qui interviennent en cours d'année par rapport à des événements qui surviennent, bon, c'est tout à fait, bien sûr, le rôle du gouvernement de les proposer au Parlement et de prendre un certain nombre de dispositions. Donc nous ne contestons pas du tout le principe. Nous nous étonnons, en revanche, quand un collectif peut ouvrir des crédits qui viennent d'être annulés quelques jours auparavant. Bon, nous nous interrogeons sur la signification et la portée de ce type d'annulation quand le jour d'après, ces crédits sont réouverts. Avant d'être gelés. Bon, avant d'être gelés, d'ailleurs, puisque nous avons eu cette séquence intéressante sur le plan où nous avons effectivement des crédits qui sont annulés, qui sont réouverts le jour d'après et qui, quelques jours après, sont gelés. Bon, honnêtement, on peut s'interroger sur ce type de pratique qui ne contribue pas à la lisibilité de l'action publique et à la responsabilisation des gestionnaires publics. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. En tout cas, nous souhaitons, nous, attirer votre attention là-dessus, et ça nous paraît contrevenir un certain nombre de principes qui relèvent de la loi organique. Ce que vous avez dit par rapport aux 2 milliards, bon, là aussi, nous ne commentons pas la décision politique. Nous faisons seulement observer que ça permet une amélioration du solde budgétaire sur l'exercice 2016 qui ne correspond pas obligatoirement à la réalité de la situation. Bon, donc voilà, c'est objectif. Ça permet d'afficher un solde budgétaire légèrement amélioré, alors même que... Bon, donc voilà, c'est juste, bien évidemment, l'observation que nous faisons. Sur la baisse de l'IS, honnêtement, c'est extrêmement difficile d'anticiper les résultats réels de l'impôt sur les sociétés, du produit de l'impôt sur les sociétés. Quand vous raisonnez sur une longue période, souvent, il y a eu ce type de problème. Bon, à la fois au niveau de moins-value comme au niveau de plus-value, d'ailleurs. Bon, c'est parce que, bien évidemment, les acomptes de l'IS peuvent être déterminés en fonction de la politique de l'entreprise. Bon, donc voilà, donc faut pouvoir raisonner sur une période plus longue. On aura l'occasion d'y revenir dans l'audit, bon, parce qu'il peut y avoir de bonnes nouvelles sur le début de l'année 2017 en ce qui concerne le produit de l'IS. Donc voilà, donc il ne faut pas obligatoirement tirer des leçons. Nous reconnaissons objectivement que ça n'est pas toujours simple d'avoir une appréciation exacte des rentrées d'IS, que la prévision est souvent, comme on le sait, un art difficile. Bon. Sur le FCTVA et puis sur les prélèvements sur recettes, sur les collectivités territoriales, ça traduit effectivement un niveau d'investissement au niveau des collectivités territoriales qui est moindre que celui qui avait été anticipé. Là aussi, c'est un constat objectif que nous
que nous pouvons faire. Sinon, sur les opérateurs, la loi ordinaire peut tout à fait encadrer. Il n'y a pas besoin de la loi organique pour prendre des dispositions qui peuvent concerner les opérateurs. La grosse difficulté, c'est le grand nombre et la diversité des opérateurs, la variété. Donc prendre une décision de principe visant l'ensemble des opérateurs n'est pas obligatoirement la chose la plus appropriée. Donc faudrait mettre un peu de finesse dans les mesures d'encadrement. Mais nous recommandons effectivement un certain nombre un plus grand encadrement, en tout cas en ce qui concerne les opérateurs. Sur la certification de parc immobilier, le président Brié pourra apporter des éléments. Sur les primes d'émission, là aussi le président Brié pourra compléter. Une fois de plus, nous n'avons pas porté de jugement sur cette pratique. Nous constatons qu'elle existe dans nombre de pays, d'ailleurs de l'Union européenne. Alors c'est vrai que nous la pratiquons à un niveau plus élevé qu'avant, même si sur 2016, c'est pour un montant moins élevé qu'en 2015, mais ça reste à un niveau élevé. Nous constatons que certains pays ne pratiquent pas du tout cela. Je pense à l'Allemagne. Je dirais qu'elle est dans une autre situation financière que nous-mêmes, et que les autres pays qui ont cette pratique dans des proportions peut-être encore plus importantes que la France, je pense notamment au Royaume-Uni et puis à l'Espagne, ne sont pas obligatoirement les pays qui se portent le mieux sur le plan de la situation financière. La seule chose que nous disons, c'est qu'il faut relativiser la maîtrise de l'endettement que ce type de pratique peut faire apparaître, à partir du moment où ça ne fait que reporter dans le temps. Voilà, donc il faut... vous avez tous les chiffres dans le rapport. Voilà, donc il ne faut pas considérer que le pourcentage par rapport au PIB qui apparaît, parce qu'en fait l'endettement il est moins important que l'augmentation de l'endettement est moins important que le déficit lui-même. Bon, donc il y a un sujet. Bon. Mais tout ça, on va le retrouver dans les prochaines années. Donc voilà, donc il faut en avoir conscience, c'est ce que nous disons. Si on veut être totalement transparent, il faut effectivement prévenir par rapport à cela. Sinon, peut-être que sur d'autres points, là, le président Brié, même sur quelques points que j'ai soulevés, si vous avez des compléments à apporter. Non, sur la question des réserves substantielles ou non, je pense qu'à l'origine, il était important vis-à-vis du certificateur des comptes, du ministère des Finances, de montrer que parmi les très nombreuses réserves, toutes n'étaient pas de la même importance et de la même difficulté. Donc, je dirais, on a voulu serrer en quelque sorte les réserves en distinguant celles qui étaient substantielles des autres réserves. Assez naturellement, le processus d'amélioration des comptes a fait que ce qui pouvait être amélioré plus vite l'a été. Et donc, les réserves, je dirais, standards ont été levées. Ne subsistent aujourd'hui que des réserves substantielles. Réserves substantielles, ça signifie qu'elles ont un impact significatif sur la sincérité des comptes. Donc je dirais que c'est vous voyez, toutes celles qui subsistent, bien, plus on avance dans le processus de certification, plus les points à améliorer sont difficiles et donc plus ça prendra du temps puisqu'on est précisément sur des points substantiels. Sur la question, enfin pour compléter ce qui a été dit sur la dette, ce qu'il faut bien voir, c'est que d'abord le recours aux primes à l'émission a été inférieur en 2016 par rapport à 2015, et deuxièmement, le motif de ces primes à l'émission a quelque peu changé d'une année sur l'autre. Il y a eu une circonstance 2016 qui a été celle de taux d'intérêt négatifs. Or, il se trouve que l'AFT ne peut pas, je dirais, gérer des taux d'intérêt négatifs. Donc, elle encaisse immédiatement la totalité de la prime à l'émission relative à ces taux d'intérêt négatifs. Donc, d'une certaine manière, autant la politique de prime à l'émission sur des souches anciennes correspondait d'une certaine manière à une politique
choisi et délibéré de l'AFT, autant pour partie en 2016, ça correspond à une situation de marché exceptionnelle qui est celle de taux d'intérêt négatifs. C'est vrai qu'on est dans une situation intermédiaire, tous les pays, beaucoup de pays de l'Union européenne y recourent, peu ou prou, nous y recourons plutôt beaucoup, sans être tout à fait, comme a dit le Premier Président, parmi ceux qui y recourent le plus. Ça a des effets évidemment de report dans le temps de la charge d'intérêt budgétaire et puis de report dans le temps de l'augmentation du niveau apparent de la dette. S'agissant de l'impôt sur les sociétés, effectivement, je pense que l'imprévisibilité est la caractéristique même de rendement de l'IS, donc ça peut jouer dans un sens, ça peut jouer dans l'autre. Il ne faut pas tirer d'enseignement définitif de la mauvaise surprise de la fin 2016. Je pense que c'est tout ce que l'on peut dire de façon prudente. Sur le FCTVA, ce qui est versé en 2016 correspond en fait à l'investissement local de 2015. Donc en fait, c'est pas du tout prédictif. C'est au contraire, ça reflète ce qui s'est passé une année d'avant. Donc ça ne préjuge pas nécessairement du niveau de l'investissement local de 2016 et encore moins celui de 2017. Ça remontera. S'agissant des questions d'amortissement, des questions de valorisation de l'immobilier, on pourra s'en entretenir avec Michel Bouvard et avec les spécialistes de la Chambre. Derrière la question brut net, il y a en fait deux méthodes utilisées pour la valorisation de l'immobilier. Il y a la valeur de marché, la valeur vénale, et puis la valeur historique. Et notre point, et nous le développons plus particulièrement cette année, c'est que nous avons le sentiment, mais ça reflète les normes, qu'on a à l'origine voulu faire une utilisation trop systématique de la méthode de valorisation à la valeur de marché, à la valeur vénale, pour des biens immobiliers très spécifiques pour lesquels il n'y a pas proprement parlé de marché. Donc nous appelons indirectement, je dirais, le producteur de compte et le normalisateur à réfléchir à cette question. C'est ça le message de fond, sachant qu'on a pour le reste, pour partie, une valeur vénale et d'autres une valeur historique amortie. Donc cette distinction entre brut et net. Sur les opérateurs, nous avons deux séries de recommandations qui pourraient recueillir un certain intérêt de la part de la direction du budget, si l'on en croit les auditions. La première, c'est de fixer un objectif d'évolution des concours aux opérateurs au sein de la norme de dépenses, comme cela pourrait techniquement se faire. Et deuxièmement, d'essayer, au moins pour les opérateurs les plus importants, de retrouver les voies d'une démarche pluriannuelle de responsabilisation vis-à-vis de ceux-ci, pour les plus importants d'entre eux, parce que sinon on est dans une démarche qui est contraire à la responsabilisation des gestionnaires. Mais comme l'a dit le Premier Président, le monde opérateur est très hétérogène, ça va, nous disons dans le rapport, de Pôle emploi au parc du Mercantour, donc on ne peut pas traiter rigoureusement de la même manière le parc du Mercantour et Pôle emploi en termes de régulation budgétaire, donc ça suppose aussi un travail, et nos propositions et nos recommandations d'ailleurs sont axées sur les plus importants des opérateurs, qu'il s'agisse des contrats d'objectifs ou de la surveillance de la politique salariale. Voilà pour cette audition du premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, qui s'est donc exprimé ce matin devant la commission des finances du Sénat, présidée par la socialiste Michèle André, dont le rapporteur est le sénateur Les Républicains Albéric de Montgolfier, sur cet exercice très rare de certification des comptes. Cela fait maintenant une dizaine d'années que la France fait certifier ses comptes par la Cour des comptes. Elle est le seul pays de la zone euro à le faire. Notez que la commission des finances planche ce matin plus largement sur la question de la gestion de la dette publique française. Et on y reviendra d'ailleurs cet après-midi dans notre émission Politique 360. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.